Je voudrais tout d'abord vous dire que l'exercice de synthèse d'un colloque aussi euh, consistant et diversifié, divers dans toutes les expressions, est certainement un exercice auquel je ne vais pas me livrer. Je ne vais pas faire le résumé des résumés, mais je voudrais seulement, à travers quelques points correspondant aux différentes étapes, vous donner un sentiment et vous également faire ressortir quand même quelques points saillants. Donc il y aura certainement des oublis. Je n'ai pas l'intention d'être exhaustif, mais également je crois qu'on peut dès maintenant peut-être émettre quelques idées d'approfondissement valables pour l'Académie, mais pas seulement pour l'Académie de l'air et de l'espace, pour l'ensemble des acteurs du secteur aérien et de tous les acteurs qui sont intéressés par le secteur aérien. Donc, quels sont les principaux messages transmis? Alors, tout d'abord, le message important, c'est celui de l'urgence climatique, qui a été très bien décrit par Valérie Masson-Delmotte. Je ne vais pas revenir dans le détail, c'était quelque chose de très très passionnant. Moi, j'en retiens plusieurs choses. La première, c'est que l'objectif de 1,5 degré, on va l'atteindre très rapidement. C'est pas on va rater l'objectif en quelque sorte. L'autre, je dirais, confirmation que nous font les experts du GIEC, c'est que si rien n'est fait au-delà des accords de Paris, je dis bien au-delà de l'accord de Paris, c'est-à-dire au-delà des engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris, eh bien nous atteindrons une augmentation de température de 3 degrés à la fin du siècle, avec toutes les conséquences néfastes que l'on connaît ou que l'on peut imaginer. Donc, pour éviter cela, les experts nous disent il faut absolument décider, prendre des décisions drastiques sur l'objectif de baisse vers la neutralité carbone, c'est-à-dire la situation au cours de laquelle on n'ajoute plus de gaz carbonique dans l'atmosphère. Il faut prendre cette décision au cours de cette décennie. Donc c'est une affirmation très importante. Le transport aérien, je ne veux pas revenir sur les chiffres. Finalement, les chiffres n'ont pas une très très grande importance. On sait quels sont les ordres de grandeur. Donc 2,4% ou un peu plus en tenant compte des émissions non CO2, certes. C'est objectivement la situation. Il faudra aussi s'interroger sur ces émissions non CO2 et sur notamment les contrails, ce qu'on appelle les traînées, les nuages de condensation provoqués par les avions. Là aussi, les experts nous disent il y a encore des études à faire, mais c'est important. Donc, conclusion de tout ça, eh bien, le secteur aérien va devoir mettre en œuvre des stratégies d'adaptation. Et j'insiste là-dessus, stratégie d'adaptation, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. On a surtout parlé de stratégie de diminution des émissions, ce qui est important. Mais il faudra aussi voir les adaptations. C'est-à-dire l'adaptation au réchauffement, aux hausses de température. Que ce soit au plan technique, que ce soit au plan opérationnel, il faudra organiser une gouvernance internationale permettant d'inverser la pente et transformer la croissance en décroissance vers la neutralité carbone. C'est un défi extrêmement important et difficile. Sur la transition énergétique, nous avons entendu Jean-Marc Jancovici qui nous a expliqué pourquoi il y avait un lien entre croissance économique et disponibilité énergétique, notamment d'énergie fossile.
Il nous explique que les énergies fossiles sont à l'origine de la croissance économique phénoménale que nous avons connue depuis 2 siècles. Et la question est, disposerons-nous de la quantité nécessaire d'énergie fossile ou d'énergie de substitution compatible avec les objectifs climatiques? Il répond non. Et donc, il dit qu'il faudra réduire la consommation d'énergie. La séquence de la table ronde avec les jeunes a été extrêmement importante. Et je dois dire que c'était une des raisons d'être de ce colloque. Donc, on a entendu les sentiments exprimés. Je disais sentiments, il y a beaucoup de choses qui nécessitent de l'information. Beaucoup de transparence est demandée aussi. Il y a un besoin de savoir, il y a un besoin de comprendre. Il y a une mobilisation extrêmement importante pour dire il faut faire quelque chose. Mais bien sûr, d'un autre côté, le transport aérien est encore perçu comme un transport de riches. On nous dit 50% des émissions pour 1% de la population. C'était tout à fait exact, ça a été redit à plusieurs reprises. Il faut répondre à ces questions-là. Donc la question d'utilité sociale sur laquelle est revenue la dernière session. Il y a les questions disparités géographiques, différences géographiques. L'utilité de l'aviation n'est pas la même dans toutes les régions. Et comme nous l'a parfaitement exprimé à plusieurs reprises Fadimatou, la situation et la perception en Afrique est certainement différente de la perception en Europe. Et c'est un fait. Ce n'est pas la peine de le nier, mais il faut ensuite réfléchir à la façon de répondre à ces situations différentes. Alors une idée pourrait être, à la suite de tous ces échanges avec les jeunes, avec les experts, je crois que nous allons devoir réfléchir à la création d'une sorte d'observatoire, d'un organisme qui soit chargé, ou d'un organe qui soit chargé d'élaborer un tableau de bord fondé sur une observation systémique du transport aérien et qui permette de mesurer les progrès. Car c'est ça la question, effectivement. Si on ne mesure pas les progrès, il n'y a pas d'espoir. Et il faut objectiver la situation. Il faut objectiver la réalité. Donc, cet organe ou cet observatoire, il faudra en définir le contenu et le fonctionnement. J'ajouterais que la neutralité de cet observatoire sera un élément crucial. Sa crédibilité. Ce n'est pas un observatoire qui doit être fait par tel ou tel acteur du secteur tout seul. Il faut qu'il y ait une approche collégiale. Il faut aussi qu'il soit ouvert à l'extérieur du monde aérien. Donc qu'il regroupe tout ce que j'évoquais au début, les acteurs internes et externes. Et de mon point de vue, cet observatoire devrait être mondial. On devrait observer. Il peut se situer en Europe ou en France ou ailleurs, ce n'est pas la question. Mais la vraie question, c'est qu'il ne se limite pas à observer des choses à l'intérieur des frontières d'un pays, quoi. Donc ça, c'est un point très important. Alors, face à ce constat et à ces inquiétudes, nous avons organisé donc une autre session pour demander et faire exprimer par l'industrie, par les différents acteurs de l'industrie aéronautique, quelles étaient leur situation, comment ils voyaient ces progrès, justement. Est-ce qu'il y avait des progrès en ligne de mire? Quel type de progrès? Et là, nous avons eu donc des responsables de très haut niveau qui nous ont dit plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a encore des progrès à réaliser
avec les technologies d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas attendre d'avoir mis au point telle ou telle technologie de rupture pour continuer à améliorer ce qu'on sait améliorer dès maintenant. L'aérodynamique, le rendement de propulsion des moteurs, etc. Bon, je ne vais pas me hasarder à donner un chiffre, car ils ont été un peu différents d'un orateur à l'autre. Mais enfin, généralement, entre 20 et 30%, ça semble être un minimum. Question de l'avion électrique. On en parle beaucoup. L'avion électrique a été mis en avant, notamment en Europe, mais pas seulement en Europe. Et la question est, est-ce que c'est une solution? Est-ce que c'est une solution crédible? Est-ce que c'est une solution techniquement réalisable? Là, je crois qu'il y a à peu près une unanimité pour dire oui, c'est sans doute possible, mais ça sera limité à des courtes distances et à des petits avions. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas le faire, mais il ne faut pas se leurrer, ça ne répond qu'à quelques pourcents du problème des émissions. Sur le potentiel représenté par l'exploitation de la biomasse avec les biocarburants, il y a un potentiel qui existe. Les biofuels ont leur place dans cette entreprise de décarbonation. Ils ont l'avantage d'être utilisables immédiatement. Ils ont leurs limites. Ils ont leurs limites en termes de volume disponible, en efficacité aussi, en termes d'émissions. Mais là encore, ne nous privons pas de développer et de mettre en œuvre immédiatement ce qui est possible, surtout lorsqu'il n'y a pas de modifications techniques nécessaires. Il y a aussi les carburants synthétiques de nouvelles ou de futures générations. On en a beaucoup parlé. On nous dit que l'objectif de 100% de carburants synthétiques, c'est-à-dire qui n'émettent pas de CO2, est atteignable, avec différents processus de fabrication sur lesquels je ne reviendrai pas, mais on peut noter quand même que les études et les recherches sont en cours en Europe et aux États-Unis. C'est une solution très sérieuse et qui, en plus, résoudrait très bien le problème des avions long courriers. Il y a la propulsion hydrogène. Ça a été aussi quelque chose de beaucoup commenté. C'est très simple. En termes d'émissions de gaz carbonique, c'est la solution idéale. Hydrogène liquide, bien sûr. Je ne vais pas aller dans les détails. Forte densité énergétique. Il y a néanmoins des problèmes. Il y a des problèmes parce que c'est une rupture très importante avec les technologies existantes. Spécialistes de l'espace nous expliquent qu'il y a un grand nombre de précautions à prendre. Les volumes à emporter sont très importants parce que la densité volumique est faible. Donc, beaucoup de sujets et de challenges techniques à résoudre. C'est en cours. Il y a des recherches en cours en Europe. Les avis sont partagés, mais certains nous disent pourquoi ne pas les étudier, puisque c'est une solution qui apparaît intéressante. La production de l'hydrogène et des e-fuels est à des stades variés selon les filières. Et ça, c'est un problème extrêmement important. C'est la production des carburants, la disponibilité des carburants. Mais on peut estimer qu'il y a une crédibilité. Il faudra une quantité substantielle d'énergie primaire décarbonée. J'ai été étonné qu'on ne parle pas de nucléaire. À aucun moment. C'est l'énergie décarbonée par excellence, l'électricité nucléaire. Mais bon, ça a été dit, ça a été écrit dans quelques slides. Bon, la croissance de ces énergies décarbonées d'ici à 2050, elle sera la croissance nécessaire sera très forte.
mais on peut estimer que ce n'est pas démesuré. Donc c'est quelque chose qui est atteignable également. Bon, tous aspects, et là j'en viens à quelques aspects économiques, tous aspects pris en compte, le coût du carburant à embarquer pour une même mission sera supérieur. Là, bon, les avis disent 10-15% de plus sur le prix du billet, ça pourra peut-être être plus, on ne sait pas, mais il y aura une augmentation. Bon, alors, certains disent tant mieux. S'il y a une augmentation du coût de vol, ça va diminuer la croissance, ça va diminuer la demande. Pas sûr. D'autres nous disent le transport aérien a traversé les crises pétrolières et s'en est parfaitement tiré. La croissance a repris. Donc il y a des questions, économiques qu'il ne faut pas éluder non plus. Je dirais, dernier point, ou avant-dernier point, quelles que soient les technologies qui verront le jour ou qui, je dirais, s'imposeront, la stratégie doit être examinée au niveau systémique. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas seulement à l'avion, c'est le point essentiel, mais aux infrastructures de fourniture de carburant, de production. Et il faut qu'on s'intéresse au niveau international. On ne va pas uniquement faire voler des avions sur un continent, dans l'intérieur d'un pays, avec certaines technologies, et puis imaginer d'autres technologies ailleurs. Les avions sont faits pour voler loin. À part ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'électricité. Donc la coexistence de technologies radicalement différentes est un problème important qui posera des questions économiques, techniques, et qui, au bout du compte, s'avère certainement très difficile à imaginer. Et puis enfin, un dernier point, c'est que ces technologies nouvelles devront être certifiées. Il faut rappeler quand même que le transport aérien repose beaucoup sur un niveau de sécurité extrêmement élevé. La diminution de niveau de sécurité dans l'aviation est inimaginable. C'est la mort du transport. Donc, il faut imaginer toutes ces normes, ces recommandations qui vont découler de ces changements radicaux en matière technologique. Et là, il semble quand même, et j'en parlerai juste après, mais il semble qu'il y ait une nécessité de prendre une initiative internationale dans le domaine de la certification et des normes de transport aérien. Alors l'idée que je pourrais soumettre, c'est, et on peut se le demander, compte tenu de l'ampleur des difficultés, de l'importance et de l'urgence, est-ce qu'il ne faut pas se demander ou demander aux acteurs du cluster, j'appellerais ça, puisque c'est un mot à la mode, du cluster aviation, s'ils n'auraient pas intérêt à fédérer leurs énergies, fédérer leurs moyens et leur expertise, afin d'accélérer les prises de décision dans tous les domaines. On ne peut accepter, personne ne pourrait accepter qu'un élément du système bloque l'ensemble. Donc c'est quelque chose sans doute sur lequel nous reviendrons dans nos travaux futurs. Alors ce matin, transport aérien, opérateur aérien, compagnie aérienne et gouvernance internationale. Moi, je retiens de l'intervention des compagnies aériennes plusieurs choses. La première, c'est qu'elles maintiennent leurs engagements. Mais surtout, qu'elles étudient aussi la possibilité d'en prendre d'autres, encore plus ambitieux. Elles rappellent aussi, comme on rappelait tout à l'heure pour les avions, elles rappellent qu'il y a des gains possibles sur le plan opérationnel. Donc, elles savent faire pour mettre en œuvre des réductions, des économies de carburant qui se traduisent par des économies d'émissions. Deuxième point, d'une façon assez unanime, et sans nier l'intérêt
de l'étude de l'avion, de la propulsion hydrogène, elles nous disent, soyons pragmatiques, les carburants alternatifs, les futurs carburants synthétiques, ce sont des solutions sur lesquelles on a une bonne visibilité. On peut le faire de façon progressive, on peut infléchir la politique dès maintenant. Donc, soyons volontaristes et préparons le développement de l'utilisation de ces carburants, ce qu'on appelle les carburants durables de l'aviation. Donc, complémentarité des solutions techniques. En termes économiques et en termes de mesures sur le transport aérien, de régulation des émissions, beaucoup d'insistance sur l'importance de préserver le système OACI du CORSIA. Bon, c'est évident que c'est le seul système mondial qui existe aujourd'hui. J'entendais certains dire l'aviation est en retard de 20 ans. Je répondrai aussi sur ce point quand même que l'aviation est le seul secteur économique qui a adopté un système mondial de régulation de ses émissions de CO2. Donc, certes, elle est en retard, c'est venu très en retard, et le 20 ans n'est pas forcément faux, mais il y a quelque chose qui existe et qui n'existe pas dans d'autres secteurs. Et les questions de taxation, je ne veux pas insister dessus, ça a été redit à plusieurs reprises. Évidemment, les opérateurs aériens considèrent que ça n'a pas beaucoup d'effet, beaucoup d'intérêt. Alors, sur la partie, la gouvernance internationale, car c'est quelque chose qui est apparu à de nombreuses reprises, c'est une sorte de fil rouge, comme je le disais précédemment. Pour faire simple, il y a une organisation aujourd'hui qui existe, s'appelle l'Organisation de l'aviation civile internationale. Il faut reconnaître ses mérites, mais il faut aussi reconnaître ses faiblesses. Et là, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il faut prendre des décisions rapides, il faut évoluer rapidement sur les politiques, sur les normes, et le faire dans des délais courts. Je donne toujours l'exemple, mais il faut 10 ans en général pour adopter des normes à l'OACI. 10 ans, ça ne va pas. C'est pas conforme à ce qu'on veut faire. Par exemple, des normes qui résultent de l'analyse de l'accident d'avion du Rio-Paris seront applicables l'année prochaine. Donc, ça fera plus que 10 ans. Donc, c'est quelque chose qu'il faut changer. Il faut que cette organisation accepte de travailler avec l'industrie, les industries. Donc, quand je dis les industries, c'est tous les opérateurs, constructeurs d'avions, compagnies de transport, aéroports, etc. Il faut préparer l'avenir ensemble. Il faut alléger les procédures. Donc, la question qu'on a posée, c'est ne faudrait-il pas prendre une initiative internationale, ne pas attendre l'Assemblée de 2022 qui va se tenir à Montréal, mais commencer à poser les jalons avant pour une grande conférence internationale sur l'aviation et le climat. Et ne pas exclure l'introduction de l'objectif climatique dans la Convention de Chicago. Je sais d'expérience que c'est très difficile d'amender la Convention de Chicago, mais on peut y arriver dans un cadre concerté au niveau international. Donc, il y a 193 États membres de l'OACI, c'est-à-dire tous les États de la planète quasiment. Voilà ce que je dirais sur l'OACI. Alors, sur ce qu'on vient de vivre, comme Eric vient de faire le résumé, je ne vais pas le refaire, mais on constate à travers ce qui a été dit à la fois par les économistes et les sociologues, j'allais dire, le transport aérien a de beaux jours devant lui, si les choses continuent effectivement dans l'état, puisque sont
quelque sorte des lois économiques. Et il y a une propension à voyager, c'est quasiment naturel. Il y a des questions de ce qui peut être perçu comme d'inégalité entre les différents parties de la société. Et il y a des questions de tarification et sans doute d'internalisation de ces coûts externes, c'est sûr. Mais il y a aussi une utilité sociale au transport aérien. On l'a dit, et il ressort de la table ronde que aussi bien en Afrique qu'en Chine, et même, je dirais, dans les pays plus aéronautiques, historiquement plus aéronautiques comme les États-Unis et l'Europe, il y a quand même une tendance à voyager pour ses motifs personnels, je dirais, pour le tourisme. Il y aura sans doute un impact de la crise Covid sur les voyages d'affaires ou ce qui est lié aux affaires, mais et parce qu'il y a des habitudes qui ont été prises, comme celle d'aujourd'hui, organisation de conférences par Internet, mais en ce qui concerne les voyages pour raisons personnelles, et c'est beaucoup plus incertain. Et il y a manifestement des régions où il y aura encore des croissances. Et là, on se trouve devant une situation, je ne peux pas m'empêcher de vous citer 2 passages qui donnent toute l'ampleur de la difficulté. Il y a une première phrase qui figure dans le préambule de la Convention de Chicago, qui a été, je crois, rappelée par quelqu'un, qui considère que le développement futur de l'aviation civile internationale peut grandement aider à créer et à préserver entre les nations et les peuples du monde l'amitié et la compréhension. Ça, c'est quelque chose quand même qui est toujours d'actualité. On ne peut pas, et quelqu'un a évoqué la fermeture des frontières et combien ça serait un monde différent d'aujourd'hui. Le rôle du transport aérien, je parle à longue distance, bien sûr. On a évoqué le ferroviaire pour les courtes distances, mais à longue distance, il a un rôle sociétal, politique, géopolitique, je dirais, qui est irremplaçable. Désolé, mais je ne nous vois pas voyager en bateau pour les mêmes motifs. Et deuxième passage que je voulais lire, c'est l'article 2.2 de l'accord de Paris. Parce que, on cite beaucoup l'accord de Paris. On dit en vertu de l'accord de Paris, il faut faire ci, il faut faire ça. On rappelle quand même que l'accord de Paris, il a donné au pays la possibilité de s'engager sur des intentions de réduction de leurs émissions. Donc on en est là, intention de réduction. Bon, alors, il y a des ambitions qui sont différentes d'un pays à l'autre ou d'un continent à l'autre, et ça, c'est important. Et cet article 2.2, il dit que ce présent accord sera appliqué conformément à l'équité et au principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives eu égard aux différentes situations nationales. Je crois que ce qu'on a entendu au cours de la table ronde résume parfaitement cette question. Et quand nous avons négocié, puisque j'y étais, le Corsia, eh bien, c'était le cœur du sujet. C'est-à-dire que si certains pays veulent réduire et avoir des ambitions, parce qu'ils le peuvent, importantes, et c'est nécessaire, eh bien, tout le monde sera d'accord. Mais il y a des pays qui estiment que pour eux, c'est trop ambitieux et qu'ils ne peuvent pas faire la même chose. Et ça, c'est pas complètement compatible avec un système de non-discrimination et de concurrence équitable. Donc, il faudra, et il faut, si cette conférence internationale que nous pourrions suggérer se met en place, il faut aborder de front cette question-là. C'est en raison de ce point-là que nous avons mis beaucoup de temps à sortir cet accord sur les compensations d'émissions. Donc, il y a un consensus sur la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique, mais il faut certainement réfléchir à la répartition de l'effort et à la répartition
À tous les niveaux. Alors là, je viens de parler de répartition géographique, mais certains ont soulevé la question d'équité sociale, de différents secteurs aussi économiques de la société, ça a été dit. Il y a des secteurs qui ont des capacités de réduction plus rapides ou plus importantes que d'autres. Et donc, tous ces aspects de répartition devraient donner lieu à des réflexions. Alors là, nous nous posons, mais c'est une idée également, la question de mettre en place, d'une façon ou d'une autre, une réflexion sur tous ces aspects de répartition, parce qu'on parle beaucoup de budget. Budget carbone, ça a été évoqué, budget carbone. Ben, comment on attribue ce budget? À quel niveau? Est-ce que ce sera au niveau mondial? Est-ce que ce sera par secteur? Bon, il y a eu des essais par les jeunes étudiants, mais ça mérite quand même d'être discuté. Et je crois qu'il faut mettre en place ce type de réflexion, peut-être en même temps que l'Observatoire ou différemment, mais voilà, c'est un sujet de réflexion important pour l'avenir, pour le progrès et les accords internationaux. Alors, pour terminer, je dirais que ce que je viens de dire n'est pas le résumé. Nous produirons un document ultérieurement, comme je l'avais indiqué. L'Académie de l'air et de l'espace produira un avis formel. Nous essaierons de formuler des recommandations. Ça sera quelque chose que nous allons réaliser dans les semaines à venir, avant la fin du mois de mai. Et chaque participant inscrit à ce colloque pourrait en être destinataire. Nous le mettrons sur le site, de toute façon. Je signale également que les participants ont la possibilité de répondre à notre enquête de satisfaction. Je pense que certains l'ont déjà fait. Et auront accès au replay. Alors, le replay sera très intéressant. Je signale au passage qu'une administration m'a informé aujourd'hui qu'ils avaient l'intention d'utiliser l'enregistrement de ces débats comme instrument, élément de formation au sein de l'administration sur la problématique aviation et climat. Donc, ce que nous avons fait aujourd'hui ne va pas s'arrêter là, et il va y avoir beaucoup de suites. Nous avons coopéré, nous avons mis en place une coopération avec de nombreuses écoles. Je les en remercie, je remercie les écoles, je remercie les étudiants qui ont participé à ces discussions ou à ce qu'ils les ont écoutées. Je ne sais pas quel était le nombre, mais on a eu plus de 1000 participants en ligne à certains moments. Nous sommes profondément convaincus au niveau de l'Académie qu'il faut continuer sur cette voie et faire bénéficier les jeunes de toute l'information, leur permettant de se forger leurs propres convictions, car c'est de leur avenir qu'il s'agit. Donc, il est nécessaire, nous avons le devoir de les informer pleinement et puis aussi d'utiliser leurs compétences, parce que ce dont nous parlons, c'est les futurs décideurs de demain. Je pense que nous ferons des propositions aux différents organismes de formation. Voilà ce que je voulais dire. Je prie d'excuser le caractère incomplet, mais c'est déjà suffisamment long. Et vous pourrez à loisir revoir et relire ce que nous avons fait aujourd'hui et hier. Merci donc à tous de votre participation et de votre implication. Je déclare maintenant ce colloque clos.